La Haute Cour israélienne a accordé 30 jours à l'État pour préciser sa politique sur le retour de la presse à Gaza. Cela signifie que le jour approche et il arrivera bientôt où les caméras du monde entier seront autorisées à retourner dans la bande de Gaza. La question n'est pas de savoir s'ils seront autorisés, la question est de savoir ce qu'on va leur montrer et qui va diriger le récit. Le Hamas se prépare à ce moment depuis avant le 7 octobre. Ils l'ont scénarisé, ils l'ont mis en scène et ils ont construit le décor pendant des années. C'est ce qui va être connu sous le nom de Gazaland, la fantaisie orchestrée du Hamas comme Disneyland où la tragédie devient du théâtre. Et leur propagande, soyez-en sûrs, va les aider à en tirer profit, à la fois financièrement et sur la scène internationale. La fenêtre est encore ouverte pour Israël et les États-Unis d'agir avant que le rideau ne se lève. La question est, que doivent-ils faire et peuvent-ils le faire à temps? Merci de m'avoir rejoint sur True East. Les vannes s'ouvrent. Les journalistes se préparent déjà à entrer dans la bande de Gaza, soit depuis l'Égypte, soit depuis Chypre ou la Grèce. À quoi s'attendent-ils à voir? Une terre ravagée par un ennemi impitoyable, des combattants de la liberté innocents se levant contre la puissance colonisatrice. C'est ce que le Hamas espère qu'ils vont voir. Un récit soigneusement élaboré de victimisation. Parlons de la distribution. Sinoir le boucher va jouer le rôle de Robin des Bois, les 5 chevaliers Ismaïl, Ania, Mohamed, Def, Hassan, Nasrallah, le frère de Sinoir, Mohammad, et le guide suprême de l'Iran. Ce n'est pas la vision de Walt Disney, c'est la vision de Sinoir. Il n'a pas construit un parc à thème avec des façades. Il a construit 800 km de tunnels et fait construire des maisons au-dessus, parce qu'il savait qu'un jour, tout cela allait exploser. Si cela arrivait, le peuple de Gaza pourrait revendiquer un holocauste comme l'ont fait les Juifs. Selon lui, le peuple juif a revendiqué l'holocauste, obtenant ainsi un État. Malgré le fait qu'il y ait 3000 ans d'histoire, c'est ainsi qu'il le voit. Il veut maintenant prétendre qu'il y a eu un holocauste à Gaza, un faux holocauste à Gaza, et à partir de cet holocauste, il espère que les Palestiniens vont obtenir un État. Ce sera le théâtre de l'absurde. Mais préparez-vous, Hamas Wood arrivera bientôt dans les salles près de chez vous. La terre de Gaza a le potentiel de captiver l'imagination des gens dans le monde entier. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est un reportage biaisé contre Israël, la répétition constante de la propagande avec des accusations infondées comme le génocide et la faim, et les campus universitaires. Ce n'est rien comparé à ce qui pourrait arriver si Gaza venait à être présenté comme un Auschwitz et que les visites à travers Gaza étaient soigneusement orchestrées. Ici, les auteurs du 7 octobre vont être transformés en victimes. Les terroristes vont devenir les héros. Cette pièce sera bientôt jouée dans les théâtres près de chez vous. Et lorsque vous marchez dans la bande de Gaza devant la tombe du soldat inconnu, imaginez-la scintiller avec un drapeau du Hamas, le site d'un génocide. Ce sera un paysage granuleux. Et ils diront que des millions ou des centaines de milliers sont enterrés sous terre. Ils vous emmèneront dans un endroit où des piliers sortent du sol, où des bâtiments ont été détruits et où le sable les recouvre simplement. Et ils parleront de la ville enfouie de Deir Balak, de Jabalia, de Rafah. Nommez votre ville ensevelie. Et, en fin de compte, des fosses communes et de l'exposition de la famine. Chaque arrêt de cette visite est l'endroit où ils vont emmener les reporters et les journalistes. Dans un mois ou moins, cela vous apportera des nouvelles directement chez vous. Ceci est la terre de Gaza, où les repères sont la propagande du Hamas et le guide touristique est le Hamas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les données viennent tout juste de sortir. Et comme nous l'avons toujours su, parce que les données ne mentent pas. Elles proviennent de sources soutenues par l'Organisation des Nations Unies et le Hamas, que nous avons toujours examinées avec beaucoup de rigueur. Mais en examinant ces chiffres, comme l'a fait Salo Eisenberg, et il l'a clairement publié en ligne avec leurs données. Moins les morts naturelles, moins l'estimation du nombre de terroristes tués par Israël. Parce que, bien sûr, selon le Hamas, ce sont leurs chiffres de morts. Pour eux, tous sont des civils, enfants ou femmes, aucun terroriste tué.
Selon eux, les forces de défense israéliennes n'ont tué que des femmes et des enfants. Mais quand on examine tout cela, maintenant, les données sont disponibles. Le 22 octobre, le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire soutenu par les Nations Unies a déclaré qu'il allait y avoir une famine à Gaza. Et ils ont prédit qu'il y aurait 10 000 morts d'ici le cessez-le-feu. Si vous prenez les documents du Hamas, c'est le Hamas. Statistique. Sur les 10 000, combien sont morts, selon eux, de faim? 192, la majorité, comme démontré, avait déjà des conditions préexistantes. Même en prenant les chiffres du Hamas, c'est 98% de moins que ce que les Nations Unies, influencées par la propagande du Hamas, déclarent s'être réellement produit. Un déficit de 98%, ce qui signifie que le monde a été trompé à 98% par des mensonges et à 2% par des personnes mortes de malnutrition. Depuis le 7 octobre, selon leurs chiffres, ils évoquent 3 cas de malnutrition à Gaza. Depuis le 7 octobre, au total, 313 personnes à Gaza sont mortes de faim. C'est de la malnutrition avec un taux de 7,9 personnes pour 100 000. Prenez un pays occidental sophistiqué, il y a de la malnutrition, des gens meurent de malnutrition dans chaque pays occidental. C'est une tragédie. Regardons les États-Unis. Combien de personnes sont mortes de malnutrition aux États-Unis en 2023? Le taux était de 6,8 pour 100 000 habitants. Donc, Gaza, pendant ce qu'ils prétendent être la plus grande famine de l'histoire. À Gaza, 7,9 personnes sur 100 000 sont mortes de malnutrition, contre 6,8 pour 100 000 aux États-Unis la même année. Les chiffres sont similaires, et c'est Gaza lors de la grève de la faim. Il n'y avait pas de famine à Gaza. Chaque personne qui meurt de malnutrition, n'importe où dans le monde, c'est une tragédie. C'est quelque chose qui devrait être évité. Et ce sont les chiffres du Hamas. Et on peut imaginer qu'ils sont gonflés, mais les chiffres sont les mêmes qu'aux États-Unis, à quelques pourcents près. C'est le bluff qui est révélé, et il est révélé. Quand on regarde de plus près les chiffres du Hamas, il faut aller au-delà des gros titres. Selon les chiffres du Hamas, en excluant les morts naturelles, encore une fois, cela ramène à Salo Eisenberg, qui a fait un travail phénoménal. Toutes les données, graphiques et analyses statistiques sont là. Les chiffres sont tombés. 24 000 combattants, c'est-à-dire de mauvais terroristes, ont été tués et 33 400 civils ont été tués. Ce sont encore des chiffres du Hamas. La majorité de ces morts civiles sont survenues parce que le Hamas a intégré ces personnes à son arsenal, plaçant l'arsenal au sein des populations civiles. Est-ce une tragédie que 33 400 personnes soient mortes? Oui, c'en est une. La guerre est une tragédie. Est-ce un génocide? Non, il n'y a pas eu de génocide dans la bande de Gaza. C'est de la propagande, c'est du bluff. Et malheureusement, ça fonctionne sur beaucoup de gens autour de vous. S'ils ont une question, qu'ils consultent les statistiques au lieu de répéter sans réfléchir. Les données sont accessibles. Il n'y a pas eu de famine à Gaza. Il n'y a pas eu de génocide à Gaza. Maintenant, revenons au peuple de Gaza. Imaginez si le Japon était autorisé à transformer Hiroshima en site commémoratif pour les pilotes qui ont bombardé Pearl Harbor. À quoi ressemblerait le Japon aujourd'hui? Imaginez si le Japon avait pu idéaliser son chef suprême, l'empereur du Japon, leur combat jusqu'à la mort. Nous n'aurions pas le Japon tel qu'il est aujourd'hui, l'un des pays les plus prospères du monde, l'un des plus grands amis des États-Unis, l'un des pays les plus pacifiques au monde. Le Japon serait tout autre chose. Et nous savons comment cela s'appelle. Cela s'appelle la Corée du Nord. La raison pour laquelle cela ne s'est pas produit, c'est que le Japon n'a pas été autorisé à avoir Hiroshima comme mémorial pour les pilotes qui ont bombardé Pearl Harbor. Le Japon a assumé cette responsabilité avec l'aide des Alliés. Une éducation basée sur l'honnêteté et les faits, à savoir qu'ils ont déclenché une guerre désastreuse qui a apporté la destruction au peuple japonais. Si vous voulez aller de l'avant, vous devez admettre votre culpabilité. Vous devez penser vos blessures. Vous devez avancer vers l'espoir, ce pas long et difficile. Combien de gens dans le monde n'aimeraient pas vivre au Japon? Une société si prospère, c'est parce qu'ils l'ont fait. Ils ont surmonté la destruction pour avancer. Gaza ne doit pas devenir un faux musée du génocide.
un sanctuaire de sa propre destruction. Il y a deux chemins possibles. La terre de Gaza de Hamas ou la Riviera de Gaza de Trump, la Riviera du Moyen-Orient. Ce n'est pas un fantasme, mais un plan pour l'espoir. Il faut nettoyer 500 miles de tunnels. Il en reste environ 300 miles. Vous devez retirer les engins dangereux sous terre et vous devez restaurer la vie en surface. En construisant une nouvelle Riviera qui créera des emplois, du logement, du commerce, cela doit être intégré avec les États-Unis et Israël. Pour que cela fonctionne, il faut prendre le pays le plus prospère du Moyen-Orient, à savoir Israël, qui est directement concerné et impliqué. Il est à 3 kilomètres du site. Dire qu'Israël ne peut pas être impliqué est un énorme bluff. Bien sûr, Israël doit être impliqué. Si vous voulez que cela fonctionne, les États-Unis peuvent jouer un rôle majeur, mais Israël souhaite être impliqué. Et pour que cela devienne un Singapour, Israël doit être impliqué. Maintenant, Trump est arrivé avec des idées nouvelles. Les habitants de la Riviera de Gaza disent « Trump a projeté la Riviera de Gaza contre le mur pour tester sa résistance. » Après un mois, il a constaté que ça n'a pas marché et est passé à autre chose. Eh bien, la Riviera de Gaza, peut-être que ça n'a pas collé au mur la première fois, mais le président Trump doit la relancer contre le mur parce que c'est une bonne idée. Cela va nécessiter plusieurs choses. Il va falloir de la persévérance, il va falloir de la ténacité. Ce n'est pas une idée au Moyen-Orient de transformer la bande de Gaza qui va être réalisée rapidement. Je crois que le président Trump l'a compris, il y est peut-être allé en pensant cela. Je vais présenter une excellente idée, la Riviera du Moyen-Orient. Je vais donner aux habitants de Gaza l'opportunité de partir, de commencer une nouvelle vie. Ceux qui reviendront auront une vie formidable et déposeront leurs armes. Mais je pense que cette façon de penser qu'Israël avait au départ comportait une faille. Cela s'appelait les accords d'Oslo. On nous a dit par chaque chercheur de l'université de Tel Aviv et chaque brillant universitaire progressiste que si vous améliorez la vie des Arabes en Judée et Samarie et des Arabes à Gaza, ils rechercheront la paix, comme tout le monde. Eh bien, nous savons que cela ne fonctionne pas, parce que là où l'idéologie a pourri l'individu, le résultat, c'est la deuxième intifada. 3 guerres à Gaza, des attaques terroristes constantes. Ça ne marche pas. On ne peut pas acheter quelqu'un qui a une idéologie bien ancrée, du moins pas dans cette région du monde. Cependant, on peut s'en prendre à ces personnes qui ont cette idéologie, et on peut s'en débarrasser, soit en les faisant quitter Gaza, soit en les tuant pendant la guerre. Et on peut prendre la majorité de la population qui n'a pas cette idéologie, du moins on l'espère, et les impliquer. Mais sans cette étape difficile, la réalité, l'optimisme de penser qu'ils vont courir vers l'argent n'est tout simplement pas vrai. Parce qu'ils seront retenus par un petit groupe de personnes qui sont attachées à l'idéologie de la destruction. Il ne faut pas tant de membres du Hamas pour tuer autant de Gazaouis innocents dans les rues, pour effrayer la personne moyenne à Gaza et l'empêcher de chercher une vie meilleure. C'est ici que les États-Unis et Israël doivent s'engager. La seule façon pour que cela fonctionne et que nous ayons la Riviera de Trump, c'est si nous poursuivons le processus pour détruire le Hamas. Mais une fois que le Hamas est détruit, voici l'accord. Et il y a en fait une fenêtre d'opportunité. La dernière enquête du PCPSR vient tout juste de sortir. Le PCPSR est une organisation palestinienne de statistiques qui réalise des sondages. Ils collaborent étroitement avec Israël et d'autres puissances occidentales et sont reconnus compétents dans leur domaine. Parmi toutes les agences de sondage, ce sont vraiment eux qui nous offrent la meilleure chance de comprendre la réalité. Eh bien, cela vient tout juste de sortir cette semaine. Malheureusement, 53% des Palestiniens disent que l'attaque du Hamas du 7 octobre était la bonne chose à faire. Cependant, 47% des personnes ne pensent pas que c'était la meilleure chose à faire. Cela signifie que près de la moitié de la population de Gaza, malgré le bombardement constant de la propagande du Hamas, pense que ce n'était pas la bonne chose à faire. Ce n'est pas 90, 95 ou 98%, mais 53%. On peut aussi supposer que ces chiffres sont biaisés, car les gens craignent d'exprimer leur vraie opinion dans les sondages. 60% disent qu'ils sont satisfaits des performances du Hamas. 40% pensent qu'ils ne sont pas satisfaits des performances du Hamas. Mais voici ce qui est très révélateur. 35% soutiennent le Hamas. 24% soutiennent le Fatah. Le Fatah est aussi une organisation terroriste. Je le dis toujours. Si le Fatah est l'iPhone 1, le Hamas est l'iPhone 2. C'est juste une légère mise à jour.
Cependant, cela signifie que 41% des gens ne pensent pas que le Hamas ou le Fatah fait du bon travail, ce qui veut dire qu'il y a un groupe sérieux de personnes à Gaza. Gardez à l'esprit que les gens sont nerveux à répondre à ces sondages, ce qui révèle un certain espoir. La moitié des gens pensent qu'il y a un sentiment d'espoir. La moitié des gens pensent que c'était une erreur. La moitié des gens ne pensent pas que cette guerre était justifiée. L'idéologie présente à Gaza reste vivante et prospère. La fenêtre d'opportunité, c'est maintenant. Et nous allons parler de ce qui doit peut-être se passer pour que cela s'arrête. Avant que ces caméras ne tournent, pour contrer les récits et offrir une voie à suivre. Tout d'abord, la grande question, et on me l'a constamment posée, comme le dit Piers Morgan dans chacune de ses interviews, c'est le mantra de la gauche. La presse n'est pas autorisée à entrer à Gaza. Cependant, une fois que ces portes seront ouvertes, le déluge va commencer. Et ce qu'ils enregistreront sera le témoignage de l'histoire. La presse doit venir avec des garde-fous. La liberté de la presse est une valeur essentielle. Israël, la presse probablement, il n'y a plus aucun endroit au monde où la presse se bat autant et est aussi critique qu'au sein de l'État d'Israël. Israël comprend l'importance de la presse et l'importance que la presse soit présente à l'intérieur de Gaza. C'est une zone de guerre. Nous ne voulons pas gérer des journalistes morts ni savoir si un bâtiment sera frappé. Nous avons identifié le Hamas, qui a fait entrer des civils innocents et le chef d'un grand réseau dans le bâtiment. Parce que l'un de ces cas serait une catastrophe. La presse, eh bien, c'est sur nous. Non, ce n'est pas sur nous. Ce n'est pas sur toi, c'est sur nous. Il est légitime d'affirmer que tant que la guerre dure, la presse sera absente. Quand la guerre cessera, la presse retournera à Gaza. Cela doit être fait strictement sous la coordination des États-Unis et d'Israël. Nous n'allons pas vous dire exactement ce que vous devez dire, ni éditer tous vos contenus. Cependant, si vous faites l'apologie du Hamas, si vous glorifiez le 7 octobre et si vous faites l'éloge des terroristes, vous ne devriez pas être autorisé à entrer à Gaza. Non seulement parce que vous vous opposez à Israël, que vous allez à l'encontre du récit et que vous soutenez les personnes les plus maléfiques du monde en les incitant. Aussi pour le peuple de Gaza. Ces personnes doivent comprendre que la Nakba, leur jour de destruction, a eu lieu en 1948, lorsque l'État d'Israël a été fondé. La date de destruction pour les Arabes de Gaza était le 7 octobre 2023. C'est à cette date que leurs vies à Gaza ont été détruites. Cela a été perpétré par le Hamas, qu'ils ont élu au pouvoir en 2006, à qui ils ont confié leurs fils pour travailler, qu'ils ont permis de voler l'aide humanitaire et qu'ils n'ont pas arrêté d'eux-mêmes, ce dont ils portent une part de responsabilité. Quand le 7 octobre est arrivé, cela doit être présenté comme la Nakba, le jour de la stratégie pour le peuple palestinien. Quiconque glorifie ce jour ne devrait pas être autorisé à entrer à Gaza. Il ne devrait être autorisé nulle part. On ne fait pas venir un journaliste qui va glorifier des meurtres et donner du carburant aux terroristes et à leurs partisans dans le monde entier. Désolé, mais pour moi, c'est vraiment une bonne presse libre, même si vous pensez le contraire. Autorisez l'entrée à Gaza à toute personne ne glorifiant pas le Hamas le 7 octobre. Faites vos reportages comme vous voulez. Mais nous allons filtrer. Nous devrions filtrer ces journalistes qui aident à nouveau les terroristes. La plume est libre, mais elle ne doit pas devenir une épée pour les terroristes. Le deuxième problème majeur concerne les Arabes de Gaza. Que va-t-il arriver aux Arabes de Gaza? Le 7 octobre doit devenir leur Nakba. C'est le jour où Hamas a causé sa perte. On doit leur donner deux choix, comme l'explique clairement le plan Trump. Premier point, se déradicaliser ou partir. Maintenant, avec Trump, Rivera, cela va apporter des dizaines de milliers d'emplois à la bande de Gaza. Qui va obtenir ces emplois? Eh bien, les personnes qui devraient obtenir ces emplois sont celles qui se sont déradicalisées. Comment savoir s'ils se sont déradicalisés? Ils doivent suivre des programmes de déradicalisation qui leur expliquent l'idéologie du Hamas, leur expliquent la propagande, leur expliquent comment ils ont été utilisés. Oui, la déradicalisation, des séminaires pour tous ceux cherchant un emploi. Leurs enfants doivent aller dans des écoles qui ont fait l'objet d'une réforme éducative sous la supervision de la coalition américaine. Nous pouvons impliquer les Émiratis, peut-être les Saoudiens, même s'ils ont aussi des réformes éducatives à mener chez eux.
Nous pouvons demander aux Émiratis et à d'autres partenaires d'aller évaluer ces écoles pour vérifier si elles forment une jeunesse se percevant comme victime, innocente, face à un agresseur et voyant le Hamas comme des héros. Ou bien si ce sont des écoles qui disent à ces enfants, tout comme avec les Japonais, que c'était un jour de destruction. Nous reconnaissons l'erreur, pensons nos blessures et imaginons l'avenir. Ils doivent envoyer leurs enfants dans ces écoles. Et pour que cela se produise, en plus des partenaires de la coalition, je pense que nous avons besoin d'un corps de la paix issu du monde musulman, d'un corps de la paix issu de la pensée occidentale. Les pays musulmans pourraient devenir des États-Unis, d'Israël, d'Arabie Saoudite, des Émirats, du Maroc, qui enverraient des enseignants pour des missions de 2 ans dans ces écoles. Des personnes qui viennent d'un tout autre endroit, qui ont connu une forme différente de l'islam, qui comprennent l'espoir, qui comprennent comment ces gens ont provoqué leur propre destruction et qui peuvent offrir une autre perspective. Vous savez, on parle beaucoup de cesser le feu, cesser le feu, cesser le feu, cesser le feu. Qu'est-ce qu'un cesser le feu signifie? Vous cessez votre cessation de feu. Vous arrêtez de vous battre. D'accord, mais cela n'a aucun aspect positif. C'est juste un arrêt des combats. Cependant, qu'en est-il de l'avenir? Au lieu d'un cessez-le-feu, nous devons parler de saisir l'avenir, saisir l'avenir, saisir l'avenir. Cela doit être martelé dans l'esprit de chaque Arabe vivant à Gaza. Vous voulez avoir une bonne vie, vous voulez saisir l'avenir. Cela signifie imaginer un avenir radieux. Si vous ne pouvez pas l'imaginer, cela ne peut pas arriver. Et si vous êtes enfermé dans Gaza Wood, Gaza Land et Hamas Wood, vous ne pouvez pas en sortir. Vous savez, il y a certaines personnes ici qui ne sont pas contentes que la guerre touche vraiment à sa fin. Et la plupart de ces personnes sont des organisations de l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi? Parce que maintenant que les données sortent, cela montre à quel point ces organisations nous ont menti. Nous avons admis avoir menti. Tom Fletcher, l'envoyé de l'Organisation des Nations Unies, a affirmé que 14 000 bébés avaient été tués. Il a dû se rétracter, tout comme parfois le chef de l'Organisation des Nations Unies. Vous avez l'Organisation des Nations Unies. Il leur a fallu 1 an et demi pour décider si les femmes israéliennes avaient été abusées sexuellement le 7 octobre. C'est une farce. Cependant, maintenant que les données arrivent et que nous avons les chiffres montrant qu'il n'y a pas eu de génocide et pas de famine, ces organisations sont mises à nu. L'industrie humanitaire, si on peut l'appeler ainsi, a été complice en essayant de réécrire l'histoire. Maintenant, nous avons une chance. Nous devons reconstruire Gaza et nous devons le faire rapidement. Nous ne pouvons pas permettre que cela devienne un mémorial pour les soldats et les combattants de la liberté du 7 octobre. Nous devons offrir des emplois aux Gazaouis qui sont prêts et veulent se déradicaliser et, surtout, qui envoient leurs enfants. Pas vers les mosquées des frères musulmans, mais vers les mosquées et les écoles des pays musulmans occidentaux, ouverts d'esprit. Ceci a déjà été réalisé dans plusieurs pays, notamment arabes. Je vérifie cela, j'ai surveillé de très près, que les frères musulmans ne sont pas autorisés à entrer pour essayer de corrompre l'esprit de la jeune génération. C'est l'occasion. Les parents et les enfants de Gaza, d'Israël et des États-Unis doivent comprendre cela. Nous devons agir très rapidement. Nous devons façonner la renaissance de Gaza avant que le Hamas ne façonne le récit, avant que le rideau ne se lève sur la terre de Gaza. Nous devons nous rappeler qui a écrit ce scénario. Nous devons savoir qui a payé le prix. Bien sûr, Israël a payé un lourd tribut avec nos soldats et nous continuons à payer ce prix avec nos soldats parce que Hamas continue de violer l'accord. Mais au bout du compte, cela doit se faire par l'éducation à la vérité. Alors que nous sommes au bord de cette tempête médiatique, il sera crucial de se rappeler que la façon la plus sûre d'échouer est de ne pas avoir de plan. Je ne suis pas sûr que ce plan va fonctionner. Nous ne pouvons pas garantir le résultat, mais nous pouvons mettre en place des mesures réelles et légitimes. Nous pouvons nous assurer que la presse ait accès et que cet accès soit vérifié et équilibré. Nous devons reconstruire Gaza et les personnes qui vont s'en charger doivent vraiment le faire, à condition de déradicaliser et de vérifier l'éducation.
Si nous prenons ces mesures, nous avons une réelle chance d'influencer le récit et l'avenir. C'est juste devant nous. Nous pouvons rester spectateurs face à la situation à Gaza et dire « Oh, c'est de l'antisémitisme. Oh, ils ont tellement de gens sur les réseaux sociaux. » Nous ne pouvons pas contrôler le fait qu'il y ait de l'antisémitisme. Nous ne pouvons pas contrôler cela. Le groupe anti-Israël est plus actif. Je ne sais pas s'ils sont plus nombreux, mais ils sont plus actifs sur les réseaux sociaux. Mais nous pouvons agir pour influencer les mensonges, pour arrêter les mensonges et influencer la vérité avant que le rideau ne se lève sur Gaza. Merci de m'avoir rejoint sur Truist. J'ai hâte de vous retrouver ici bientôt pour décrypter et démêler le Moyen-Orient, Israël, la bande de Gaza et ce qui se passe dans la partie la plus sensible et la plus importante du monde. Merci.